Bonjour, bonjour, merci de cette belle invitation. Je suis très heureux de cette maison de soins palliatifs que j'estime énormément et de pouvoir y contribuer un petit peu est très valorisant pour moi. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est de faire avec le plus de simplicité possible un travail qui n'est pas simple. Si je voulais résumer notre heure qui vient, je la résumerai ainsi. Le cerveau sait se défendre contre les opiacés quand il le faut. Ça, c'est le grand résumé. Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Nous serons entre deux histoires cliniques. Voilà un petit monsieur qui est un consommateur de longue date de toutes sortes de molécules, y compris de molécules qui sont les opiacés pour des raisons récréatives. C'est un fumeur également. Et il est vu parce qu'il a maintenant un néo du lobe supérieur gauche du poumon et il reçoit des analgésies de façon régulière. En fait, il a un patch de fentanyl de 150 microgrammes heure, l'équivalent de 150 mg d'équivalent morphine par jour sous-cutané, et il prend des entredoses de dilodide de 6 mg par la bouche, il en prend 5 par jour, donc l'équivalent de 60 000 équivalents morphine sous-cutanée pour une somme de 150 plus 75, donc 225. Cette médication, il la prend de façon régulière et en fait, on a l'impression que quand il prend ces entredoses, on n'est pas certain que la douleur soit vraiment la raison pour laquelle il les prend. On a la surprise de voir qu'avec un peu de suivi en externe, les entredoses ont de moins en moins d'effet. Puis on va apparaître un peu plus tard une douleur exquise au membre supérieur de type allosinique. Et plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, il est hospitalisé et il nous dit, docteur, chaque fois que je vous me donnez une entredose de dilodine sous-cutanée, vous augmentez ma douleur. Alors, on ne donne pas des entredoses pour augmenter la douleur, mais lui, la douleur augmente. Je vous présenterai à la fin de la présentation un autre cas qui ressemble à ça. Eh bien, ce qu'on voit d'abord, c'est que les entredoses sont de moins en moins efficaces. Si elles sont de moins en moins efficaces, c'est comme si le malade devenait tolérant. S'il devenait tolérant, c'est comme si le médicament était usé et n'avait plus l'effet qu'il avait avant. Cette tolérance, c'est défini comme l'état d'adaptation à une substance. Si je pouvais me libérer de ça. Oui, merci. Je vais me sentir pas mal moins en prison. Dans la tolérance, qu'est-ce qu'on voit? On voit une perte progressive des effets analgésiques et on voit que les malades qui sont exposés longtemps, il y a des doses de plus en plus importantes, eh bien, vont avoir d'une tolérance. C'est pas bon pour nous. On voudrait que le malade soit toujours très sensible aux médicaments analgésiques. Mais ce qui est bon pour nous, c'est qu'il devient tolérant aux effets secondaires. Ça nous intéresse et cela arrive pour un certain nombre d'effets secondaires. Il s'agit donc d'une perte graduelle de la réponse biologique. Comment est-ce qu'on fait pour perdre la réponse biologique? Mais quand j'ai mal, mon signal douloureux qui arrive de mon pied, je vous écoute celui que j'entends maintenant, j'y référais tout à l'heure. Mon pied actuellement me dit pop, 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 pop. Il a des petites flashs rouges en très petit nombre, simplement pour dire à mon cerveau que mon pied et son système sensible à la douleur, il est allumé. Et puis quand ces signaux arrivent ici, ils doivent passer du nerf qui vient du pied au cerveau. Et pour ça, il y a un contact. Et pour que lui parle à lui, eh bien, lui envoie une pluie de petites molécules de glutamate en jaune qui vont influencer le neurone qui suit et le train d'étoiles rouges va pouvoir continuer. C'est comme ça que ça se passe. Alors, voici ici une autre image. Vous voyez ici les petits points jaunes tout à l'heure ici sont noirs, c'est du glutamate, dans une vésicule. Et lorsque j'ai mal, la vésicule s'approche, s'ouvre, et envoie ce glutamate vers les récepteurs du neurone qui suit. Et c'est ça qui va transmettre la douleur plus tard. Cette douleur va être transmise, revoilà le même phénomène, va être transmise de ce neurone-ci à celui-là. Mais vous voyez que ce neurone-ci, il a des récepteurs.
Et ces récepteurs peuvent accepter les opiacés, la morphine par exemple. Si je colle de la morphine ici, voilà que la pluie qui descend de là à là devient beaucoup moins intense et le cerveau va beaucoup moins de douleur. Donc, on module normalement la douleur en changeant cette pluie. Lorsque l'opiacé agit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver un récepteur. Ça, c'est un récepteur mu, un récepteur à 7 chaînes transmembranaires, et ce récepteur est associé à des protéines G. Et lorsque le récepteur est occupé par le tout petit fentanyl, par la moyenne morphine, par le gros hydromorphone, eh bien, cet récepteur influence une protéine G, et c'est la protéine G qui va changer, au fond, la pluie de glutamate après. Mais si je prends de la morphine de façon constante, surtout si j'en ai pas besoin, on va voir tout à l'heure, eh bien, que va-t-il se passer? Le récepteur, qui est ici monté, couplé avec la protéine G, ce récepteur va s'internaliser. C'est comme si la cellule voyant apparaître beaucoup trop de molécules de morphine, elle dit un instant, je rentre les récepteurs à l'intérieur et au lieu d'en avoir 10, maintenant j'en ai 2. Et ça va me prendre 5 fois plus de morphine pour obtenir le même effet. Cette internalisation des récepteurs est un processus complexe. On ne reprend ça pas entièrement, mais on voit qu'il y a une phosphorylation du récepteur, une internalisation du récepteur, puis le récepteur peut être détruit, ou bien en attendant, quand les morphines vont redescendre, il va retourner à la surface cellulaire pour être capable de nouveau de répondre à la morphine. Est-ce qu'on comprend ça? Et ça, ce qu'on vient de dire, c'est que si moi, vous me donnez de la morphine, eh bien, mon cerveau, tranquillement, va enlever les récepteurs à la morphine pour éviter d'être continuellement sous une influence inappropriée de morphine. Mais le malade qu'on a vu, il n'avait pas seulement de la tolérance. À la fin de son histoire, quand tu lui donnais une piqûre de dilodide, la douleur augmentait. Est-ce que c'est possible que la douleur puisse augmenter? Eh bien, pour comprendre ça, on appelle ça de l'hyperalgie aux opiacés, quand la douleur augmente avec les opiacés. Et on va décrire un certain élément des malades qui ont des doses croissantes pour une douleur qui croît, puis on finit par se rendre compte que c'est le médicament qui cause la douleur. Considérant les effets de la morphine chez quelqu'un qui est normal, bien, si moi, par exemple, je suis un consommateur d'opiacés pour des raisons récréatives, je prends de l'Oxycontin le matin, le midi et le soir pour me garder un peu high. Et je fais ça depuis 3 semaines. Et voilà qu'un docteur passe et me donne un peu de naloxone. La naloxone, c'est quelque chose qui vient bloquer la liaison entre l'opiacé et le récepteur. Et je tombe immédiatement en manque. Et pas seulement en manque, mais en syndrome de retrait. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens très, très mal, puis j'ai mal partout. Au fond, lorsqu'on donne beaucoup d'opiacés, eh bien, le cerveau augmente la douleur. Parce qu'en augmentant la douleur, il équilibre les opiacés. C'est comme si la douleur et les opiacés sont en équilibre. Si la douleur est là, que les opiacés sont là, j'ai mal. Si la douleur est là, puis les opiacés sont là, j'ai plus mal. Si la douleur est là, puis les opiacés sont là-haut, je commence à avoir du mal. OK? Donc, la douleur équilibre la morphine. Et si le cerveau prenait continuellement de la morphine, tout d'un coup, il n'en a plus, bien, la douleur, elle est encore là. Et voilà que le malade fait un syndrome de retrait. Cette douleur-là, elle a au fond été créée par le cerveau sous l'effet de la morphine. On appelait ça de l'hyperalgésie. On va voir ça en clinique lorsqu'on voit une progression rapide des besoins en opiacés. Surtout des gens qui consomment, pas seulement parce qu'ils ont mal, mais aussi parce qu'ils ont ce réflexe index-consommateur d'avoir un petit buzz qui est opiacé dépendant. On va voir que les entredoses et les doses sont de moins en moins efficaces. C'est pour ça qu'il y a une escalade de doses. Puis on finit par voir que les entredoses augmentent en effet le mal.
Il y a donc comme deux voies pour la tolérance. On peut dire qu'on est de moins en moins sensible à l'opiacé parce qu'il y a de moins en moins de récepteurs, et c'est vrai. Puis on peut dire aussi qu'il y a de moins en moins d'effets de l'opiacé parce que quand on en prend trop, de la douleur additionnelle arrive. Et c'est vrai aussi. Si on est exposé de façon excessive à des opiacés, eh bien on va donc voir une réponse antinociceptive disparaître contre la douleur, on enlève moins la douleur, puis une réponse pro-nociceptive qui fait de la douleur, qui apparaît de façon rapide. Il faut savoir ici que les opiacés, c'est une forme extérieure, une exorphine, de la morphine intérieure qu'on appelle l'endorphine. Les récepteurs mus à la morphine ont été découverts avant qu'on sache pourquoi ils étaient là. Pourquoi ils sont là, ces récepteurs-là? Ils sont là pour les endorphines. Et vous et moi, on fait des endorphines. Et donc, quand on se donne des opiacés, on augmente la pression des exorphines plus endorphines sur le cerveau. Et ces endorphines sont extrêmement importantes. Elles sont stimulées dans plusieurs cellules, en particulier dans le cerveau. Elles s'accumulent là, puis de temps en temps, elles ressortent. Puis quand elles ressortent, elles sont importantes. C'est une hormone qui enlève la douleur. Alors j'écoute mon pied. Mon pied, à ce moment, dit toc, 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 à mon cerveau. En ce moment, je n'ai pas mal au pied. Pourquoi? Mes endorphines ont été sécrétées pour enlever la douleur du pied. Je prends mon pied puis je le bouge. J'écoute mon pied. Nettement plus d'activité. Je n'ai pas mal dans mon pied. Pourquoi? Parce que mon cerveau produit toutes les endorphines qu'il faut pour enlever la douleur de mon pied. Je regarde mon pied et vous passez devant moi et vous marchez dessus. Oh, le cerveau n'est pas capable d'arrêter avec les endorphines qu'il produit. Et maintenant, on a une expérience de douleur. Et cette expérience de douleur va faire qu'on va sécréter des endorphines. C'est un peu comme si mes neurones, mon cerveau, fluctuaient continuellement d'une neurone frustrée aux neurones BA. Et j'ai faim. Moi, j'ai pas de lunch. J'ai une petite envie de manger quelque chose. T'as rien à manger, les autres, et pas moi. Je me précipite sur la table, je vais me chercher quelque chose à manger. Mon neurone de l'appétit devient de plus en plus frustré. Et là, je mange des calories. Et au bout d'un bout de temps, les calories font que j'ai plus faim. Puis là, après ayant bien mangé, je vais m'asseoir en dessous d'un arbre pour faire une petite sieste. Mon neurone est devenu un neurone BA. Quand il va être BA pendant un certain temps, quand les calories vont disparaître, il va redevenir un neurone frustré. Et donc, nous sommes en continuel aller-retour du neurone frustré au neurone BA. Et vous rendez-vous compte que si le neurone n'était pas frustré, on n'aurait aucune intention d'avoir de l'interaction avec notre entourage. C'est parce qu'il est frustré que l'on va chercher de l'aide, de la nourriture, etc. Puis s'il était tout le temps BA, on serait tout le temps en dessous d'un arbre en train de dormir, on ne parlerait à personne, on serait isolé dans un petit monde fermé sur nous-mêmes. Cette interaction, frustration, béatitude, elle fait partie de ce que nous sommes. Et c'est à l'intérieur de ce voyage constant que nous avons un équilibre entre le monde du dehors et le monde du dedans. Alors, lorsque les endorphines sortent, eh bien, ça équilibre la douleur, mais ça enlève aussi la faim. Ça fait partie de ce voyage frustré, BA, frustré, BA. Je peux même, si je veux, augmenter les endorphines. Je m'en vais tous les samedis matins courir pendant 7 km. Et puis, au bout d'un mois et demi, je suis habitué à avoir les endorphines hautes parce que le mouvement crée des endorphines. Ben des affaires, mais le mouvement en particulier, le sport crée des endorphines. Puis un beau samedi, il fait très mauvais, il fait froid, il pleut, je vais pas courir. Puis à 3 heures de l'après-midi, je me sens en manque. Pourquoi? Parce que je ne suis plus capable de maintenir ce niveau élevé d'endorphines et maintenant, ressemble un petit peu à quelqu'un qui consommait des opiacés. Ici, je ne les consommais pas, je les créais.
Et ces opiacés, ils vont occuper les récepteurs mu, comme la morphine va l'occuper. C'est pour eux que le récepteur est là, pas pour la morphine. La morphine, c'était un hasard qu'elle soit capable de rejoindre ce récepteur. Cette endorphine, elle est détruite rapidement par des enzymes qu'on appelle les endorphinases qu'on a dans le sang. Si bien quand elle est là pendant un certain temps, il fait une nouvelle. Et donc, c'est un équilibre entre la production, la sécrétion et la destruction. Savez-vous que dans votre salive, il y a des inhibiteurs des endorphinases? En d'autres termes, si vous vous faites mal, puis vous léchez votre lait, eh bien, vous allez avoir un effet analgésique parce que les endorphines, la morphine endogène, va durer beaucoup plus longtemps. C'est peut-être pas une bonne idée pour les bactéries, mais pour la douleur, ça marche certainement très bien. Donc, les endorphines, c'est l'hormone du bien-être. Il y en a beaucoup. On n'ira pas toutes les regarder. Bêta, alpha, gamma, encéphaline, dynorphine, bref, il y a toute une série de ces molécules-là. Et elles vont être excellentes pour enlever la douleur. Elles vont régler le rythme respiratoire, la réponse au stress, l'appétit, la température, le plaisir. C'est un antidépresseur. Et puis, ça agit par les récepteurs mu et c'est sensible aux inhibiteurs des récepteurs mu comme la naloxone. OK? Donc, les endorphines, elles sont super importantes. Ce sont des petites chaînes d'acides aminés. Je vous montre ça parce qu'un jour, peut-être, j'irai un peu plus loin puis j'irai vous expliquer qu'il n'y en a plus d'endorphines dans les patients en soins palliatifs et les conséquences de ça. Lorsque l'endorphine, ici c'est de l'encéphaline, reconnaît le récepteur mu, c'est parce que la clé rentre dans la serrure et que tout ça, là, c'est un parfait fit. La morphine, qui est une exorphine et pas une endorphine, elle vient de l'extérieur, elle a le même fit parfait. Et quand le fit est parfait, eh bien, il va se produire un effet cellulaire. Donc, on comprend que l'action des opiacés sera très différente chez des gens normaux parce qu'ils s'ajoutent aux endorphines normales que chez des gens qui sont malades, qui ont été souffrants, qui ont été tous chercher leurs endorphines, dont les endorphines sont basses, où les exorphines remplacent les endorphines déficientes. Right? OK. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un monsieur qui consommait de la morphine au-delà de son besoin pour la douleur. Lui, il y avait un excès de molécules. Ces molécules vont sur le même récepteur mu. Exorphine, endorphine. Dès que tu en mets des exorphines, comme de la morphine et que tu n'as pas de besoin, tu peux avoir un problème. Regardez cette boîte-là. Voici un monsieur qui a des endorphines normales. Ces endorphines sont dessinées en bleu. Au premier milligramme de morphine que je lui donne, il sort de la boîte bleue, il rentre dans la boîte rouge. Et dès qu'il rentre dans la boîte rouge, le cerveau dit « Wow, ici j'ai un excès de fine, je vais réagir à ça. » Dans cette boîte-là, c'est la boîte des soins palliatifs. Le malade en soins palliatifs, là, il ne bouge plus. Il ne mange plus de protéines. Il ne synthétise plus d'endorphine. Tu le prends, puis tu le tournes dans son lit et il grimace de douleur. Pourquoi? Parce que le plip, 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 plip du mouvement, il n'est plus capable de l'arrêter. Il n'a plus les endorphines. Donc, il a mal à rien. Il y a certaines madames qui ont de la fibromyalgie. C'est une maladie de la production des endorphines. Elles ont mal à rien. Puis ils ont mal partout. Puis qu'est-ce qu'on fait pour elles? On les fait courir. On fait de l'exercice. Pourquoi? Parce que ça augmente les endorphines. Right? Donc, les endorphines, c'est très important quand on prescrit de la morphine. On ne peut pas prescrire la même morphine là et là. Vous allez comprendre que le monsieur qui est là, à qui tu donnes un peu trop de dilodine en sous-cutané à la salle d'urgence, il peut arrêter de respirer. Tu vas comprendre que le monsieur qui est dans le soin pâle, avant d'arrêter de respirer, il faut que tu remplisses toute la boîte. Et donc, ils sont très tolérants aux opiacés. Les opiacés ne sont pas aussi dangereux chez les gens en fin de vie que chez les normaux. Puis entre les deux, là, une catégorie intéressante, ça c'est le patient chirurgical. Il était parfait hier, mais il y a une diverticulite aujourd'hui. Il arrive à l'hôpital, il y a encore plein d'endorphines. Il a mal. Toi, tu veux y enlever le mal, mais tu peux peut-être lui donner facilement un peu trop d'opiacés. Donc, ceci nous montre pourquoi l'opiacé est si sécuritaire pour les malades en toute fin de vie
est beaucoup plus dangereux chez les malades en début de vie. Puis tu vas voir mes collègues médecins pleins qui vont te dire, ben la morphine, ça arrête le monde de respirer. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrête le monde de respirer en le monde palliatif. Il faudrait donner tellement de morphine que le pharmacien dirait « Hey, êtes-vous sûr, docteur, que vous ne vous trompez pas? » Puis que l'infirmière dirait « Bon, docteur, moi, je ne donne pas cette dose-là. » Parce que c'est très sécuritaire. Mais chez quelqu'un qui est normal ou proche de la normale, c'est très, très différent. Chaque fois qu'on teste un médicament, on le teste chez quelqu'un de normal. Et quand on décrit les effets du médicament, bien, on les décrit avec des gens normaux. Les gens normaux sont tout de suite dans la zone toxique. Et dans la zone toxique, on développe de la tolérance, on rentre les récepteurs, puis on développe de l'hyperalgie qu'on va discuter un petit peu plus loin. Je suis obligé de passer un petit peu par des données scientifiques, parce que ça passe par là. Je vais essayer de les vulgariser le plus possible pour vous dire que lorsqu'on travaille sur la douleur et sur les animaux, on travaille sur des animaux sains. Un animal sain, c'est un animal qui a des endorphines normales. Donc, chaque fois qu'on travaille avec les EPC et les opiacés, on crée un état d'excès d'endorphines, exorphines. Donc, on est toujours dans la chose rouge. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, il faut comprendre que lorsque le récepteur, qui est ici, qu'on appelle RI, récepteur mu, rencontre le petit point bleu qui est un opiacé, cela change son interaction avec la protéine G, et ceci va diminuer l'adénocyclase qui contrôle l'appui de glutamate. Donc, si je mets de la morphine, puis j'ai du mal, je vais avoir moins de mal. Mais dans les cellules, il y a d'autres protéines G, qu'on appelle des protéines G qui stimulent, qui, elles, font de la douleur. Si de la morphine vient là-dessus, eh bien, ceci va stimuler et faire de la douleur. Les deux existent toujours, tout le temps. La différence entre les deux, c'est qu'en général, il y a 1 de ça pour 10 de ça. Donc, on a beaucoup plus d'effets, mais ça prend beaucoup plus de morphine pour avoir ça que pour faire marcher lui. Lui, il y en a très peu, mais il marche avec des très petites doses. Lui, il y en a beaucoup qui marchent avec des grosses doses. Mais on ne peut pas avoir une grosse dose sans passer par une petite dose avant. Et donc, il n'y a jamais d'effet où elle n'est pas aussi impliquée. Ça, c'est un potentiel d'action. C'est la petite tache rouge que j'avais. Lorsque j'ai mal, il se passe un potentiel d'action. Plus ça, c'est large, plus il y a de la douleur. Plus ça, c'est mince, moins il y a de la douleur. Prenons un animal normal, mettons une petite aiguille dans les neurones de douleur, et on va voir quoi? On va voir que si je donne des très petites quantités, des quantités qui sont de l'ordre du nanomolaire de morphine, je vois que ça s'élargit considérablement. J'ai créé de la douleur. Mais si je donne des quantités micromolaires, c'est-à-dire un ordre 1000 fois plus élevé, je vois que c'est 1 qui se produit, ça se rapetisse considérablement. En d'autres termes, chez un animal normal, absolument normal, des toutes petites doses de morphine font mal, puis des doses un peu plus grandes font enlever le mal, peuvent enlever le mal. Dans la cellule, pour des protéines G qui stimulent la douleur, il y en a une, pour 1, 2, 3, 4 qui enlèvent la douleur. Donc, l'effet normal, l'effet que je vois, si je donne beaucoup de morphine, c'est surtout, ou des quantités normales de morphine, c'est surtout l'effet analgésique. Mais si je donne des très, très petites doses de morphine, je peux voir un effet qui crée de la douleur. Alors, chez un animal sain, je peux le mettre un petit rat dans une cage, puis là, je mets sur la cage, sous sa cage, un rond de poil. Puis là, j'ouvre le rond de poil. Le petit rat se promène dans la cage. Puis à un moment donné, le plancher est assez chaud, il commence à danser comme ça. Et quand il commence à danser, c'est parce qu'il ressent le mal. C'est comme ça qu'on a fait des tas d'expériences animales sur le soulagement de la douleur. Eh bien, voici une expérience qui vous montre qu'est-ce qui arrive quand je commence à chauffer. Quand je commence à chauffer, il y a un moment qu'on appelle ici à 300, qui est mesuré là, 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 là. Ça, c'est le seuil de la douleur de mon rat.
Ce rat-là, si je chauffe en dessus de 300, ben, il va avoir du mal parce qu'il commence à danser là. Et regardez comme c'est droit. Regardez comme c'est répétitif. Si je donne à mon petit rat de l'héroïne, diacétylmorphine, il saute avec beaucoup, beaucoup plus de chaleur parce qu'il est protégé contre la douleur. Il reçoit de la morphine. Il a reçu sa dose ici, à la flèche. 4 heures après ou 3 heures et demie après, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'effets de la morphine. Puis, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ici, il a une petite sursensibilité. Cette sursensibilité arrive quand? Quand le niveau de morphine qui descend dans le sang descend assez bas, qu'il n'y a plus d'effet antidouleur, mais il y a encore le petit effet pro-douleur qui apparaît ici. Est-ce que c'est clair, ça? Ça, c'est un animal normal. Ce que ça vient de vous montrer, c'est que la première dose d'opiacés que vous me donnez à un animal normal, ça va enlever la douleur à haute dose, ça va durer 4 heures, comme pour nous, mais ça va se poursuivre avec un petit rebond. Et pour les infirmières qui sont ici, si on donne la morphine dans ce culte à 4 heures, puis que vous le donnez à 4h30, vous êtes dans le rebond. Alors, si vous êtes pendant la morphine à 4 heures, donnez-le aux 4 heures ou vous donnez-le en perfusion. Mais méfiez-vous que la présence de ce rebond peut être présente. Ici, on prend des petits rats à qui on a donné le matin, on a donné un opiacé. Et puis, on regarde quel est son seuil. Alors, si le seuil ici est à 100. Si le petit rat, le matin, 8 heures avant, avait reçu un opiacé alors qu'il n'avait pas de besoin, eh bien, ça prend beaucoup moins de stimulation pour qu'il sente le mal. C'est comme s'il était rendu plus sensible à la douleur. Ce qui est intéressant, c'est que ceci est entièrement bloquable par les bloqueurs du NMDA, on verra tout à l'heure le NMDA, comme la kétamine ou comme la méthadone. Et on discutera de ça tout à l'heure. Ceci montre que chez les animaux qui sont pré-traités à la morphine, on voit qu'il y a, lorsqu'on a bloqué tous les récepteurs mu, que les cellules ont été changées au point que la sensibilité à la douleur augmente. Voici la même chose avec du fentanyl. Et ici, on voit que l'animal à qui on a donné du fentanyl, eh bien, dans le jour plus 1, il est plus sensible à la douleur. Dans le jour plus 2, un peu moins, et ça se replace. Si on lui avait donné en même temps de la kétamine, il n'est jamais plus sensible à la douleur. Ça montre bien que c'est un mécanisme NMDA dépendant. Voici des expériences sur plusieurs jours où on va donner pendant 14 jours un opiacé à un petit rat, puis on l'étudie 8 heures après. Donc, il n'y en a plus d'opiacé circulant. Mais le petit rat est devenu beaucoup plus sensible à la douleur, puis ça va prendre un autre 14 jours avant qu'il redevienne normal. Puis à la moindre injection, hop, il retrouve sa mémoire d'une hyperalgie. Ça montre qu'un petit rat normal à qui tu donnes un excès d'opiacé devient hyperalgique. Et cette hyperalgie est complètement bloquable, les colonnes sont de même hauteur, si tu as donné à ce petit rat des anti-NMDA. Je me résume, chez l'animal sain, qui a des endorphines normales, le premier milligramme d'opiacé va commencer à changer le cerveau pour qu'il se défende contre cela. Cette réponse nociceptive est croissante et elle est fonction de l'excès d'opiacé. Plus j'en donne plus il va développer de la douleur. C'est clair? Tout se passe ainsi. Voici l'opiacé qui rencontre une protéine G inhibitrice ou qui rencontre une protéine G stimulante. Si la protéine G inhibitrice, elle va diminuer le sentiment de douleur, la nociception, elle va être analgésique. Mais si l'opiacé rencontre une protéine G stimulante, par d'autres mécanismes NMDA dépendants, ceci va faciliter la douleur, ça va créer de la douleur, le résultat, hyperalgie, allodynie. OK? La résultante, c'est la moyenne de ces deux influences-là. L'effet des opiacés, quand ils rencontrent le GI, enlever la douleur. Le récepteur est couplé avec une protéine G inhibitrice.
Il y a beaucoup de récepteurs. Ils sont peu sensibles aux opiacés. Ils sont peu sensibles à la naloxone. Puis ça a un effet court. Mais il y a également des opiacés qui vont rencontrer des GS ou des récepteurs qui vont avoir des GS. Il y a peu de récepteurs, mais ils sont très sensibles aux opiacés. La plus petite dose d'opiacés, et puis ça y est, ils vont créer de la douleur. Mais ils sont aussi très sensibles à la naloxone. C'est donc assez facile de les supprimer. On comprend donc qu'il y a un effet paradoxal. Selon le nombre de GS puis de GI, de protéines G qui enlèvent la douleur ou qui stimulent la douleur, eh bien, on aura un effet global différent. L'effet global, c'est la somme des effets sur GS et sur GI. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? J'ai été un petit peu trop vite. Résumons. L'activation des systèmes anti- et pro-nociceptifs est simultanée chez les animaux normaux. Right? L'activation de ces systèmes, elle précède et elle dure aussi longtemps que l'on va donner des opiacés, mais ceci va pouvoir donner une hyperalgésie transitoire ou même très, très prononcée. Cette activation est bloquée par les anti-NMDA, et donc l'activation s'accroît si on utilise à mauvais escient, si on donne trop d'opiacés, si on monte dans la boîte rouge. Alors voici un petit rat qui a une G qui fait mal, 4 qui enlèvent le mal. Si ce petit rat-là reçoit trop d'opiacés, il va stimuler la GS qui donne du mal, mais en même temps, il va rentrer les récepteurs. Comme il va rentrer des récepteurs, il va avoir de moins en moins de récepteurs couplés à du GI. On va se trouver maintenant avec un GS pour seulement 2 GI, un peu moins efficace pour enlever la douleur, ou encore un GS avec un GI. Là, il n'y a plus d'effet. Monsieur, votre androdose ne vous fait plus mal pantoute. Elle crée autant de douleur qu'elle en enlève. Elle devient complètement neutre. Ou bien j'ai enlevé toutes les GI, il me reste juste des GS, et la première entredose commence à me faire mal. Mon cerveau n'est plus le même. Le cerveau de petit rat, plutôt, ici, n'est plus le même. Et si je dis, ce que je viens de vous dire est vrai, puis si j'étais capable, quand je donne des opiacés, d'enlever sélectivement les GS, je devrais avoir une analgésie pas mal meilleure. Voilà un petit rat à qui je vais donner des nanomoles de naloxone, qui n'empêchent pas l'effet de la morphine, mais empêchent l'effet sur les GS. Et vous voyez que l'effet antinociceptif est beaucoup plus grand. Donc, en d'autres termes, vous allez voir les anesthésistes mettre dans des petites perfusions qui mettent directement dans la moelle des nanodoses, 1 million de fois moins de naloxone que ce qu'il faut pour essayer d'obtenir cet effet-là. Et je vais vous montrer qu'ils ne réussiront pas facilement tout à l'heure. Parce que l'anesthésiste ne fait pas affaire avec un rat ou un sujet sain. Il fait affaire avec un sujet qui a déjà une utilisation de ces endorphines. Le coureur cycliste fait le marathon de Boston. Il finit à midi, mais à 11 heures, il a marché sur une pierre. À 3 heures de l'après-midi, il commence à avoir mal aux pieds. À 8 heures le soir, il est à l'urgence avec un pied enflé. On lui fait des rayons X. On dit « Monsieur, vous avez une fracture d'un os du pied. » Pourquoi il y avait pas mal? Ça a duré combien de temps? Ça dure longtemps. C'est puissant et ça dure longtemps. On pourrait parler longtemps de ça, mais cet effet-là des endorphines, c'est un effet de la morphine. Madame arrive à la salle d'urgence à 2 heures de l'après-midi parce que ses os ont crevé. C'est son premier bébé. Elle lance en travail. Elle commence à avoir du mal. Puis elle a pas mal à peu près. Et puis comme elle a mal, elle va chercher toutes ses endorphines pour essayer de réduire ce mal-là. Elle en a ce qu'il faut, mais elle n'a pas des masses, donc elle a quand même du mal. Petit bébé arrive au monde à 11 heures le soir. Et quand il sort, il dort raide. Il dort raide parce qu'il a toutes les endorphines de maman en dessus de ses endorphines à lui, puis lui, il n'a pas de mal. Donc, il est complètement endormi. Qu'est-ce que fait le docteur? Il tape les fesses, puis il a augmenté le niveau de douleur et donc équilibré le besoin en endorphine et en morphine. Comprenez-vous? Ça c'est de la vie de tous les jours, ça. Donc, tous nos vies vont avec des endorphines
Et ces endorphines sont importantes pour notre vie courante. Mais si je ne suis pas malade, bien là, je vais obliger mon cerveau à monter dans la boîte rouge et à créer de l'hyperalgésie. En termes de notre métier à nous, vous voyez ici le glutamate, la pluie de glutamate qui rentre dans un récepteur. Ce récepteur crée une dépolarisation et ceci informe par excitation le cerveau qui a du mal. Donc, j'entendrai ici ploup, 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 ploup. Le noyau NMDA qui est à côté, qu'on a impliqué tout à l'heure dans l'hyperalgésie, il ne fonctionne pas parce qu'il y a un magnésium qui est là, juste dans le creux. Et là, le sodium ne peut pas rentrer pour dépolariser la cellule parce qu'il y a un magnésium qui est là. Mais si je fais plop, 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 plop tout le temps, parce que j'ai des stimulations continues, voilà que le petit magnésium sort. Et quand le petit magnésium sort, il y a du sodium, du calcium qui rentre sans glutamate, et donc non médié par la morphine, non réglable par la morphine. J'ai maintenant une douleur qui va être une douleur différente. Cette dépolarisation sera soutenue et beaucoup de changements intracellulaires vont se faire, dont de la phosphorylation de protéines et de la phosphorylation de ce récepteur-là qui fait qu'il y aura de moins en moins de récepteurs à la surface. Ça, c'est le mécanisme moléculaire de ça pour ceux qui sont intéressés à ça. Pour les autres, retenez seulement que le fait d'avoir mal tout le temps pas créer de la douleur neuropathique, parce que ça, c'est de la douleur neuropathique. La douleur neuropathique passe par le NMDA et elle est sensible à la kétamine et à la méthadone. On verra tout à l'heure pourquoi. Puis si ça marche longtemps, ça, bien, le neurone qui a mal, là, il devient un petit neurone, il devient un immense neurone. Il y a une espèce de croissance du neurone. Il faisait mal sur le niveau D2. Maintenant, il fait mal de C5 à D8 parce qu'il devient tellement lent, tellement grand qu'il occupe tout l'espace dans la moelle. Et donc, il faut essayer que le neurone ne grandisse pas. Il faut essayer d'enlever la douleur neuropathique. Le noyau NMDA, qui lui fait mal sans passer par la morphine, il est là. Il ressemble à ça. Ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est qu'ici, il y a une espèce de petit trou, là. Et dans ce petit trou-là, c'est là qu'il y a une molécule de magnésium. Quand il y a un magnésium qui est là, le tuyau est bouché. Quand le tuyau est bouché, le sodium, le calcium ne peuvent pas rentrer. Ils arrivent sur le bouchon. Puis à un moment donné, si on enlève le magnésium, bien là, le sodium et le calcium rentrent et la douleur neuropathique apparaît. Est-ce que c'est bien ça? D'accord. Nous avons l'intérêt de voir qu'ici, il y a une autre petite poche. Et cette petite poche-là, elle accepte la kétamine, qui va bloquer le sodium comme le magnésium le faisait, ou elle accepte la méthadone. La méthadone, il y a 2 médicaments là-dedans. Dans 1 mg de méthadone, il y a 0,5 mg de méthadone D et 0,5 de méthadone L. La méthadone L, c'est un peu un équivalent de dilodide. La méthadone D, elle est spécifique pour le NMDA. Donc, un petit milligramme de D, si tu as une contribution neuropathique, et ça va changer considérablement la réponse à la douleur. Et c'est pour ça que pour moi, et maintenant pour la littérature de plus en plus, la méthadone peut être utilisée, et à mon avis devrait être utilisée en co-analgésie avec des doses beaucoup plus petites que les doses qu'on donnait avant, sans remplacer le reste, parce qu'avec ça, on va avoir un bien meilleur contrôle de la douleur neuropathique. Et pourquoi? Parce qu'elle vient se mettre là, dans le noyau d'NMDA, elle empêche le sodium d'entrer, elle empêche la dépolarisation, elle empêche la douleur. Alors jusqu'ici, j'ai parlé des rats normales. Et je vous ai dit, un rat normal qui a des endorphines normales, à qui tu donnes des exorphines en plus des endorphines normales, va développer une défense. Le cerveau va se défendre. Et comment se défend-il? Il se défend en enlevant les récepteurs, donc il n'y a plus de place, quand même que tu donnes le médicament, il ne rejoint plus de récepteurs, puis il crée de la douleur, si bien qu'il va se défendre contre cela. Est-ce que c'est vrai chez l'homme? Chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, vous et moi, nous n'avons pas le même statut endorphinique. Dans cette salle, il y a des bien nourris, il y a des moins bien nourris.
Il y a des gens qui courent et des gens qui ne courent pas. Il y a des gens qui ont de la fibromyalgie, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, nous ne sommes pas exactement pareils. Les petits rats, ils ont été faits pour être pareils. Même lumière, même poids, même exercice, même nourriture, même gène, même ci, même ça. Et on a une population homogène. Vous et moi, on n'est pas homogène. Donc, ça va être plus difficile à tester. 2, mesurer les endorphines dans le sang, c'est pas bon. C'est dans le coco que c'est bon. Puis on ne va pas aller faire des prises dans le coco pour savoir quel est notre niveau d'endorphine dans le coco. Troisièmement, on prend plein d'autres médicaments en même temps, qui peuvent avoir bien sûr des effets sur le niveau endorphinique. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme. Mais on peut se dire que si c'est vrai chez l'homme comme chez le rat comme chez l'homme, si on devrait voir chez des sujets sains développer une hyperalgie quand on leur donne de l'opiacé alors qu'ils n'ont pas de besoin. On devrait faire beaucoup moins chez les malades qui ont des endorphines plus basses et à peu près pas du tout chez les très, très malades. C'est pourquoi l'hyperalgésie est beaucoup plus rare en soins palliatifs de gens qui ont une maladie prolongée. Il y a des gens qui n'ont pas une maladie prolongée, qui sont en soins palliatifs, qui vont pouvoir développer ça. Mais quelqu'un qui a eu un cancer sur 3-4 ans, là, qui arrive, là, maigre comme un coucou, avec la difficulté à respirer, puis la difficulté à marcher parce qu'il n'y a plus de muscles, et lui, là, il ne développera pas d'hyperalgésie. Il est dans la situation où il n'a aucun bleu. Et pour être capable d'avoir un excès et rentrer dans la zone toxique, bien, il va falloir qu'on donne beaucoup, beaucoup d'opiacés. Là, on pourrait faire ensemble un petit exercice, savoir comment je sais si mon malade est ou non sur la chose. On peut le savoir cliniquement avec précision. Alors, pour vérifier ces hypothèses, je vais chercher un article extraordinaire écrit par M. Fishbane en 2009. Et ce monsieur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revoir 504 articles qui ont été écrits sur la douleur neuropathique et sur les opiacés et l'hyperalgésie. Sur les 54 articles, il va en scraper la plus grande partie, il va en garder 48. Parce que pour lui, il y a seulement 48 qui sont vraiment suffisamment bien faits pour être valables. Puis sur les 48, il va classifier les évidences en des articles formidables, on est 100% sûr que c'est vrai, ou on est quasiment sûr que c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait aussi fort que A, ou bien on n'a pas les évidences pour dire quoi que ce soit. Et on va poser des questions qui sont des questions pertinentes. Est-ce que les opiacés induisent une hyperalgésie chez les humains? Et ça s'appelle « Evidence-Based Review ». En 2 mots, vous allez voir qu'on a toujours de l'hyperalgie chez l'homme sain, qu'on a beaucoup moins d'hyperalgie chez l'homme malade. Ceci correspond au modèle animal que je vous ai montré. Alors voilà, par exemple, ici, il y en a 5 études dans lesquelles on donne à des sujets normaux des doses modérées d'opiacés. Et on regarde, est-ce que cela augmente la tolérance? Et vous allez voir que c'est un résultat vert avec une qualité modeste. Pourquoi modeste? Parce qu'il y a seulement 5 études, puis 2, on n'a pas donné beaucoup d'opiacés. Mais si on donne un peu d'opiacés à quelqu'un de normal, en effet, il va développer de la tolérance. Mais si je prends 5 autres études avec des gens qui ont eu beaucoup d'opiacés, 100% des gens, ils développent de l'hyperalgésie. Et donc, on est certain que si tu donnes beaucoup d'opiacés à quelqu'un qui a des endorphines normales, tu développes, comme pour le petit rat, de l'hyperalgésie. Nos anesthésistes, un jour, se sont dit « Hey, quand mon malade rentre à l'opération, si je lui donnais un peu de fentanyl avant qu'on ouvre le ventre, quand le chirurgien arriverait, il y aurait pas mal. » Il n'a jamais pensé, l'anesthésiste, que ce fentanyl il va arriver à quelqu'un qui a des opioïdes, qui a des endorphines normales. Et qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que les malades qui ont reçu de la fentanyl avant d'avoir le ventre ouvert vont avoir besoin de 3 fois plus d'opiacés dans la période post-op. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont commencé à dire au cerveau « Wow, wow, wow ». Ils ont commencé à renlever les récepteurs et ils ont commencé à faire de la douleur. C'est clair? Oui? OK. Est-ce que lorsque je fais une rotation d'opiacés, parce que j'ai quelqu'un qui a développé de l'allodynie, est-ce que ça l'aide? Et certainement que ça l'aide. C'est une évidence de qualité B. Elle est verte, elle est quand même très bien. Et ça l'aide, et donc il n'y a pas de cette hyperalgie. Elle disparaît. Pourquoi elle disparaît? C'est les mêmes récepteurs mu?
Oui, bien, j'ai bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas les mêmes. Il y a une famille de mu pour la morphine. Il y a une famille de mu pour le dilodide. Il y a une famille de mu pour les fentanyl. Il y a une famille de mu pour l'oxycodone. Puis quand tu passes d'une famille à l'autre, l'autre, il n'en a jamais vu, elle n'a pas de GS, elle. Elle n'a pas fait cette modification plastique de sa structure. Et c'est pour ça que la rotation d'opiacés est super utile. Et puis ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas des familles différentes de récepteurs. Et ceux qui sont des consommateurs, bien, s'ils sont consommateurs, ils devraient avoir de l'hyperalgésie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un syndrome de retrait. L'évidence est de qualité B, oui. Même s'ils ont des situations endorphiniques et métaboliques normales, les consommateurs ont besoin de doses plus élevées et vont développer de l'hyperalgésie. Si on donne de la naloxone à ces gens-là, évidemment, ils font un syndrome de retrait. Et ce syndrome de retrait sera d'autant plus important qu'il y a une plasticité qui fait de la douleur plus importante. Si on donne... quand ils sont désintoxiqués depuis quelques mois, est-ce qu'ils redeviennent normaux? On pense que oui, mais il n'y a pas assez d'études pour le savoir. Mais ils devraient faire comme notre petit rat. Et vous avez remarqué que notre petit rat, qui avait une étude prolongée, au bout de quelques jours, si on donnait, ça redescendait. Bien, c'est possible aussi que ce soit vrai chez ces gens-là. Donc, il faudrait avoir des sujets qui sont détoxifiés pour le même temps, pour les mêmes, etc. C'est difficile d'avoir des sujets homogènes et donc c'est difficile d'avoir de la certitude. Chez les malades à qui on donne de la morphine ou de la morphine avec des petites doses nanomoles de naloxone, c'est pas comme chez le rat. Chez le rat, la naloxone augmentait. Ici, ça n'augmente pas. Pourquoi ça n'augmente pas? Bien, parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation à un excès d'endorphine. Ces malades étaient vraiment des malades malades. Alors, recevoir de la morphine quand tu en as besoin, il n'y a aucun problème s'il y a une relation entre ta douleur et ta dose. C'est quand il n'y a plus de relation entre la douleur et la dose que ça commence. Puis j'ai bonne nouvelle pour vous. Quand ce que tu cherches, ça n'est pas le confort, l'absence de douleur, mais un mix entre le confort, l'absence de douleur, puis le petit boss que donne un opiacé, bien, tu consommes plus d'opiacés. Puis ton malade consomme plus d'opiacés, là, ici, qui a le droit à une entredose de 2 heures, à 120 minutes, il demande son entredose. Hé, oh! Hé, mon entredose! Et la douleur, elle ne fait pas ça aux 2 heures. La douleur, elle est beaucoup plus erratique que ça. Et donc, quand tu vois un malade qui demande son entredose aux 120 minutes exactes, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre en dessous de ça. Et tu sais que si tu ne t'occupes pas de quelque chose d'autre, il va développer un besoin de plus en plus grand d'opiacés. Tu vas le rendre malade. Et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Les gens qui ont une douleur chronique, est-ce qu'ils développent une tolérance aux opiacés? La réponse est non. Ils essayent d'en montrer. Malgré toutes les études, ils ne sont pas capables de montrer une tolérance parce qu'au fond, ils ne rentrent pas dans la boîte rouge. Les patients qui sont traités avec une douleur chronique, est-ce qu'ils sont plus tolérants que les non traités? Non. Ils ne sont pas jamais rentrés dans la boîte rouge. Donc, un patient qui a une douleur chronique, qui a reçu une dose appropriée pendant très longtemps de morphine pour une douleur qui n'est pas une douleur cancéreuse, mais de l'arthrose du genou, ben, il ne fera jamais d'hyperalgésie, puis il va rester sensible à son médicament. Et montre très abondamment sur 21 études que la méthadone et la kétamine, c'est excellent pour enlever la douleur neuropathique et donc l'hyperalgésie. Je pense pour ma part qu'on ne peut pas faire de soins palliatifs sans avoir accès à la méthadone. Je pense pour ma part qu'on n'a pas besoin, on ne devrait pas avoir besoin d'un cours spécial pour avoir la méthadone si on l'utilise en co-analgésie, parce que moi, je l'utilise pas plus que 3 mg 3 fois, 9 mg par jour. Puis avec ça, si vous saviez le nombre de gens qui est soulagé. J'ai maintenant une petite cohorte de 10 patients avec une douleur faciale qui ne sont pas des soins palliatifs. Ils prennent 1 mg de méthadone 3 fois, puis ils n'ont plus de douleur faciale. Right. C'est excellent pour la douleur neuropathique. Et donc, avec des quantités petites, il n'y a presque pas de toxicité. Résumons-nous. Une hyperalgésie progressive est observée chez les animaux exposés aux opiacés si leurs endorphines sont normales. Une hyperalgésie progressive est observée chez les sujets sains s'ils ont des endorphines normales. Cette hyperalgésie, elle peut apparaître comme de la tolérance. Il ne voit pas encore qu'il a du mal, mais il y a moins d'efficacité contre le mal.
ou peut apparaître comme de la douleur. La tolérance, c'est le début de l'hyperalgie, dans le fond. Deuxième résumé, cette hyperalgésie observée chez des malades, quand ils ont des endorphines basses, eh bien, il faut vraiment qu'il y ait des gros excès d'opiacés pour qu'ils la développent, parce qu'ils deviennent tout à fait résistants à cela. En périchirurgical, il faut faire particulièrement attention, les endorphines étant normales. Une hyperalgésie progressive est rarement observée chez les grands malades en fin de vie. En général, ils ne développent pas d'excès. Et il faut comprendre qu'à la fin de la vie, dans les derniers 10 jours, là, de la vie 15 jours, le niveau d'endorphine descend de plus en plus. Et le niveau de morphine monte de plus en plus. Il ne monte pas forcément de plus en plus parce que le malade a plus mal, mais aussi parce qu'il a perdu de plus en plus son mécanisme endogène, la morphine endogène qui enlevait son mal. Et donc, si vous voyez les études, la consommation de morphine chez les gens qui rentrent aux soins palliatifs puis qui meurent, elle a monté comme ça. Ça n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons. Par exemple, ils retiennent de l'eau. Quand on retient de l'eau, l'eau fuse dans les cellules. Les cellules qui étaient petites comme ça deviennent gros comme ça. Les masses qui étaient petites comme ça deviennent gros comme ça. La compression qui était comme ça devient grand comme ça. Et il va aussi avoir plus de mal. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des explications. Et cette explication pourrait être... on pourrait aller encore plus loin d'ici de cela. L'hyperalgie découle d'un apport excessif d'opiacés, occulte ou évident. Elle peut être traitée par une rotation. Elle peut être prévenue par de la méthadone donnée de façon précoce. Ce petit graphique, à mon avis, est extrêmement utile à regarder et vous aide à expliquer que les familles, quand vous leur donnez de la morphine en fin de vie, c'est pas ça qui va les tuer. Parce qu'avant que ça les tue, là, il faut s'être ramassé plus que la boîte bleue et ça va être difficile à faire. Grand message. Les normaux, c'est pas pareil que les malades. Et nous, on fait affaire avec des malades. Puis les feuilles du manuel de pharmacologie, il a plein de données obtenues chez des sujets sains. Deuxièmement, tolérance et hyperalgie, c'est un continuum. L'hyperalgie est une réponse normale à un excès chronique de la somme exo et endorphine. On va donc éviter de donner plus d'analgésie que requis. Seulement ce que le malade a besoin. Dès que tu vas en dessus de ça, tu t'en vas dans le trouble. C'est toi-même qui fait que ton médicament va être de moins en moins efficace. On va donc utiliser des co-analgésies optimales pour donner le moins d'opiacés possible. On va donc observer si le malade dit que ses entredoses sont de moins en moins efficaces. Ça se peut qu'il ait de plus en plus mal, puis que son niveau soit insuffisant. Ça se peut aussi que lui, il n'y a rien d'autre de changé, sauf l'apparition précoce d'une hyperalgésie. Et on va chercher des signes de réponse neuropathique. S'il a besoin de plus en plus d'entredoses, qu'il n'y a aucun signe de réponse neuropathique, bien, il a probablement besoin de plus d'entredoses. Mais si tu vois apparaître des signes neuropathiques, bien, peut-être que tu devrais rajouter une petite quantité de méthadone à la place de doubler les entredoses. Et si on voit on introduit donc un anti-NMDA. On comprend pourquoi on ne donne pas les opiacés par voie IV. Si je donne un bolus IV, la morphine dans le sang fait bzzz. Mais dans les premières secondes, elle monte au ciel parce qu'elle n'est pas encore diluée. Elle dit au cerveau, il y a trop de morphine ici. Et là, tu viens de commencer de perdre l'efficacité. Mais si tu le donnes en sous-cutané et encore mieux en perfusion, ça, c'est le paradis. La perfusion sous-cutanée, c'est formidable. Je donne toujours les opiacés en perfusion sous-cutanée à l'urgence, même à une femme de 20 ans. Parce que je ne veux pas que l'infirmière qui est prise à l'urgence, après 4 heures, ne soit pas capable d'annuler sa piqûre. Je ne veux pas qu'elle rentre dans cette période où elle devient plus sensible, surtout pour une personne intelligente. La perfusion sous-cutanée, c'est juste une façon de donner un médicament. On peut donner ça à n'importe qui. Ce n'est pas propre aux soins palliatifs, ça. Et donc, à l'urgence, dans mon hôpital, je ne marche pas sans une pompe pour donner de la morphine en perfusion. Et ceci me donne un niveau sanguin constant. Jamais je ne monte dans la boîte rouge. Je protège mon malade. Je n'aurai pas besoin d'augmenter. Quand on lui donne des opiacés, on les donne aux 4 heures, pas aux 5 heures, pas aux 6 heures.
aux 4 heures. Considérez de faire attention aux ex-consommateurs. Considérez de changer précocement de type d'opiacé si en externe, vous voyez apparaître un soupçon que ce malade s'en va en hyperalgésie. Ça va régler son problème. Le plus tôt vous le ferez, le mieux c'est. Faites attention aux métabolites actifs. Les gens qui ont de la morphine ont des métabolites de la morphine que vous ne mesurez pas, qui sont aussi puissants ou plus puissants que la morphine et qui contribuent à un excès d'opiacés et donc à établir une hyperalgésie. Enfin, pensée anti-NMDA. Ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que si vous lisez la littérature médicale ou la littérature expérimentale, vous ne pouvez pas comprendre les résultats si vous ne savez pas si l'expérience est faite chez l'animal avec des endorphines normales ou pas. OK? Et donc, vous allez trouver des tas de choses qui disent le contraire l'un de l'autre. Ben oui, ils disent le contraire l'un de l'autre parce que si tu ne considères pas que dans un cas, tu as quelqu'un qui se défend contre un excès d'opiacés et pas dans l'autre cas, tu n'es pas capable de comprendre ce que le message scientifique. La littérature est difficile, il faut distinguer les situations pour comprendre ce qu'on étudie réellement. Voici une petite patiente de 62 ans, elle a un cancer du rectum, mais elle a aussi une maladie de Crohn. Elle m'est référée par un gastro-entérologue parce qu'elle a de plus en plus mal. Elle a des douleurs sourdes, périrectales, constantes, mais aussi des douleurs abdominales, puis aussi des douleurs qui sont dans son dos. Elle reçoit de l'oxycontin 20 mg 3 fois par jour. C'est juste cette malade-là avant que l'oxynéo soit sur le marché. Donc, elle recevait encore de l'oxycontin. Elle reçoit de l'oxycodone, 6 mg 5 fois par jour. Elle reçoit donc 60 plus 30 mg, 90 mg d'oxycodone, ce qui fait la même chose que 180 équivalents morphine, c'est 2 fois plus puissant que la morphine per os, ou 90 sous-cutané, puisqu'il y a un rapport de 1 pour 2. Et elle me consulte en dépit du fait du Lyrica, du Tylenol, parce que ses douleurs augmentent et qu'elle a besoin d'augmenter ses doses. Et je lui pose des questions et je m'aperçois que cette madame, elle croque son longue-action oxycontin 3 fois par jour. Si tu croques une longue-action, c'est comme si ça en faisait une courte action. Donc, sa malade, elle se surdose en oxycontin 3 fois par jour. Cette surdosage 3 fois par jour a entraîné qu'elle n'a plus d'effet des entredoses. Êtes-vous surprise de ça? Non, moi non plus, je ne suis pas surpris. Alors, 3 overshoots par jour, c'est très bon pour réduire, faire créer de la tolérance. Je vais la rationner vers du fentanyl. La dose de fentanyl qu'elle devrait avoir, avec 90 mg jour sous-cutané de morphine, devrait être proche de 90. Mais comme je sais qu'elle est surdosée, je ne sais pas quelle est la partie, je m'en vais lui donner 25. 3 jours après, elle dort profondément. Un docteur vient à la maison, enlève le batch. Il dit, vite après, vous tuez ce docteur-là? 20 jours après, la malade ne prend aucun opiacé. Elle marche parfaitement bien avec son Lyrica tout seul et un peu de Tylenol. D'où venait sa douleur? Excès d'opiacés. Compris? Merci. Opioid-induced hyperalgia. Aujourd'hui, dans la dernière année, il y a eu une dizaine de papiers qui montrent que des très petites doses de méthadone sont très utiles pour empêcher ça, d'autant plus utiles que les malades consomment de façon excessive. Certaines populations consomment de façon excessive. Les États-Unis font partie de celles-là. Les Américains ont une tendance assez lourde à donner des bonnes doses de médicaments, peut-être même plus que nous, et donc ils ont, plus que nous, des problèmes d'hyperalgésie. Fin de la présentation, période de questions. Madame. En fait, j'ai 2 questions. La première, quand vous parlez de la morphine aux 4 heures, est-ce que les patients en insuffisance rénale, c'est aussi aux 4 heures, où on doit étirer un peu la... Quand ils sont en insuffisance rénale, en général, je ne donne pas de morphine. Je vais donner du dilodide, qui n'a pas de métabolites qui sont efficaces, et donc avec le dilodide, ça fonctionne bien, ou ça fonctionne mieux. Mais mon premier choix, si je le peux, c'est du fentanyl, parce que le fentanyl n'est pas excrété par le rein. Donc, je pense qu'il faut être... La morphine est une excellente molécule, mais il faut savoir que si les reins ne sont plus là, on ne sait plus très bien ce que le malade a. Puis dès qu'on rentre dans l'inconnu, on peut encore faire, mais il faut examiner très, très, très souvent. Question 1.
justement à la mobilisation, on a tendance à les donner une indication de pré-mobilisation. Dans ce que vous venez de dire, est-ce que ça implique que ce n'est pas une bonne chose? Je répète la question. Si un malade a mal quand on le bouge, puis on lui donne une petite piqûre avant pour prévenir la douleur, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien avec ce que vous venez de nous dire? Et je vais vous dire, si le temps entre l'injection sous-cutanée et la mobilisation est très court, il n'y a aucun problème. Et je continuerai à faire la même chose. Si le temps n'est pas très court, ou si l'opiacé que vous utilisez va durer très longtemps, oh, c'est autre chose. Très souvent, on va utiliser en Europe des fentanyl transbuccales, parce que ça agit comme ça, et puis ça disparaît très vite. Ça a beaucoup moins de chances de faire de l'hyperalgésie. Mais si tu donnes du dilodide ou de la morphine en sous-cute, et puis que la douleur ne dure que 5 minutes, 4 minutes, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, ceci est, à mon avis, le meilleur argument de vente pour moi, pour l'utilisation du fentanyl transbuccal ou transmuqueux dans le soulagement des douleurs qui sont des douleurs de courte durée. Right? Okay. C'est tout à fait logique de faire ça. Et ça coûte malheureusement cher parce que les compagnies qui ont fait ça le font plus cher. Et jamais je ne les ai entendus discuter de ce point-là. Mais pour moi, c'est ce point-là qui est important. Monsieur. Mais si une méthadone, avant de donner l'injection, tu disais que ça coupait l'effet de rebond, que tu trouves à éliminer en même temps? Alors, 5 mg de méthadone, c'est 2,5 mg de méthadone L et 2,5 mg de méthadone D. 2,5 mg de méthadone L, c'est à peu près l'équivalent de 2,5 mg de dilodide, 5 fois plus puissant que la morphine. Et donc, quand tu donnes la méthadone, tu donnes à la fois l'anti-NMDA, mais tu exposes le cerveau à plus de morphine aussi. Et donc, il y a un jugement à poser là. Étant donné que les NMDA sont très, très, très sensibles à la D-méthadone, même si tu donnes des très petites doses de méthadone, ça va marcher très bien. Et donc, j'ai tendance à penser que l'utilisation de méthadone de façon préventive chez tout le monde, ce n'est pas une bonne idée. Je ne le ferai seulement que s'il y a des évidences que le pathway NMDA est en train d'être stimulé. Et ces évidences, on les voit souvent avec l'apparition ou l'amplification des douleurs neuropathiques que le malade a. Alors, le cancer du poumon dans le cou, et maintenant, il a mal à l'oreille, la douleur a monté jusqu'au nez, ça descend le long du bras, ça a augmenté de façon significative. Ce malade-là mérite d'avoir un peu de méthadone. Oui. Est-ce clair? Oui. Madame. Donc, répétez-nous, s'il vous plaît, un peu votre schéma d'introduction de la méthadone dans un tableau de douleur neuropathique avec un territoire qui grandit, quelque chose comme ça. Là. Premièrement, nous examinons et nous questionnons nos malades avant de changer les doses d'opiacés. Et quand je dis nous examinons et nous changeons, nous faisons un examen qui regarde l'extension de la douleur sur le territoire cutané, si les dermatomes sont les mêmes ou s'il y en a plus, s'il y a de l'allodynie, si je lui caresse la main et qu'il a mal, bien, ça ne devrait pas lui faire mal. Ça lui fait mal parce que le neurone est tellement sensible à l'NMDA à l'autre bout qu'il ne reconnaît pas la différence entre une caresse et une piqûre ou entre une caresse et une claque. Okay? Donc, le neurone, il est manifestement en hyperactivité. S'il est en hyperactivité, il y a des raisons de réduire son NMDA. Puis, avec des petites quantités de méthadone, je pourrais très bien réduire son NMDA. Je vais commencer avec 1 mg de méthadone 3 fois. Je pourrais le donner une fois plus tard, quand tous les stocks de graisse seront pleins de méthadone. Parce que c'est un médicament de longue demi-vie, mais pas au début. Et donc, pendant un certain temps, je vais donner des quantités de méthadone. Je vais commencer par 1 mg 3 fois. Et je sais qu'en fait, je donne 0,5 mg de D-méthadone, qui est le médicament qui m'intéresse. Et que ça coûte infiniment moins cher que la kétamine, et c'est infiniment plus facile à utiliser que la kétamine, qui marche aussi bien, mais qui coûte la peau des fesses quand tu le donnes et puis quand tu la rends par la bouche, c'est pas exactement pareil, la bouche et puis la peau. Là. Des fois, c'est plus par la peau, des fois, c'est plus par on ne sait pas très bien où on est. Mais avec la méthadone, ça donc va marcher
Très bien. Alors, je commence donc avec les petites doses. Et dans mon examen clinique, il y aura toujours un examen de la performance. Voyez-vous? La douleur est là. Je viens voir le docteur, j'ai besoin de médicaments pour la douleur. Docteur, j'ai mal. Le docteur, oui, madame, je vais commencer à vous donner une médication. On va vous donner une courte action à toutes les 4 heures. Parce que comme ça, on va savoir ce qui se passe. Puis là, voilà qu'avec les courtes actions toutes les 4 heures, j'ai de moins en moins mal, mais mon taux de morphine a monté. Puis à un moment donné, mon taux de morphine, il est presque rendu à ce que j'ai besoin pour ma douleur. Et le malade, il n'a plus mal. Elle dit, docteur, j'ai plus mal. J'ai même commencé ici une longue action. J'ai commencé à lui donner un contint qui peut prendre 2 fois par jour et qui va assurer la même quantité. Et ça fonctionne très bien. Puis, si je continue à lui donner des médicaments, bien, la première chose que je vais voir, c'est que ce malade-là commence à devenir... Il est normal quand il me parle, mais il n'est pas complètement normal. Madame, pouvez-vous me dire les mois de l'année? Certainement, docteur. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Très bien, votre mémoire est très bonne. Pouvez-vous les dire à l'envers? Décembre, novembre, octobre, septembre et... Ah, on a perdu les R. On ne trouve plus le mois d'août. Ça fait 20 minutes que j'y parle. La conversation est parfaitement normale, mais elle n'est pas capable de faire une tâche nouvelle. Son cerveau, il a un excès d'opiacés. Et si vous ne faites pas faire un travail intellectuel au malade, lui dire 100 moins 7, ça fait combien? Ça fait combien, 100 moins 7? 93 moins 7, ça fait combien? Dites-moi. Combien? 93 moins 7. 86. Vous voyez, tout le monde a 100 moins 7. Mais 93 moins 7, il faut faire que 7, c'est un 4 puis un 3. Il faut enlever le 3, puis il faut enlever le 4, puis là, c'est tout 86. Quelqu'un qui a trop d'opiacés n'est pas capable de faire 80. Pas incapable. La malade, ou le malade, vous ne savez pas qu'il est en excès tant que vous n'avez pas assuré que son cerveau est capable de faire des tâches. S'ils sont capables de faire des tâches, même s'il a 0 douleur avec la médication qu'il prend actuellement, il n'est pas en surdosage. Et vous n'êtes pas en train de dire « je devrais réduire les doses ». Si vous réduisez les doses, la douleur va réapparaître parce qu'elle est juste là. Et c'est pour ça que ce que l'on cherche, ce n'est pas 0 douleur, c'est 1. Parce qu'à 0, on peut avoir 100 000 fois trop de médicaments, on est encore à 0. Et là, on va chercher des complications plus graves. Si on a 1 pour la douleur, on est sûr que le malade il est suffisamment contrôlé, bien contrôlé, il va vivre avec 1, puis il n'est pas en excès. S'il devient en excès, alors là, non seulement il n'est plus capable de compter, mais là, il commence à s'endormir un peu facilement. Il ne suit plus une conversation. Il change de sujet de conversation du coq à l'âne. Il continue un peu plus, puis là, il s'endort. Il passe bien du temps à dormir. Il continue un peu plus, puis là, il prend sa soupe, puis... La cuillère en l'air. Tu es sûr qu'il y a un problème. Et c'est un problème d'imprégnation opiacée excessive. Et si tu continues, à un moment donné, il se met à ronfler tout le temps, puis il ronfle de façon marquée, puis son rythme respiratoire descend autour de 8. Puis à 8, là, tu serais content d'avoir un peu de naloxone pas loin, de très, très petites quantités pour ne pas tout renverser, mais pour t'assurer que la chose va bien. En d'autres termes, vous ne pouvez pas arrêter de respirer si vous prenez de la morphine et que vous n'êtes pas passé par les autres étapes. Sauf si vous avez d'un coup sec reçu 20 mg de dilodide sous-cutané parce que quelqu'un s'est trompé. Les autres étapes sont là, mais elles vont tellement vite que tu n'as pas le temps de les voir. Mais dans nos malades en général, ce que l'on cherche à détecter, c'est vraiment la réponse à ce qu'on a donné de façon chronique. Et dès qu'on voit que ce n'est pas clair ce qui se passe dans la tête, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de masse dans le cerveau, puis qu'il n'y ait pas d'autres raisons pour que ce n'est pas clair ce qui se passe dans la tête, il faut utiliser son jugement, eh bien, c'est comme ça qu'on va s'ajuster. Et si, malgré le fait que le malade, il n'y a aucun déficit et qu'il développe de la douleur, demande-toi qu'il développe de la douleur neuropathique, NMDA dépendante, demande-toi s'il n'est pas habitué à prendre des médicaments. Parce que vous serez surpris de savoir le nombre de gens qui ont été des consommateurs. Puis vous serez surpris de savoir comment le cerveau se rappelle longtemps qu'il t'a été un consommateur. Longtemps! Et des années après, tu vois un malade qui a été un consommateur puis qui redevient sous tes yeux un consommateur.
Puis là, si on veut les aider, c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, les gens qui ont été des consommateurs, la discussion avec lui sur la méthadone doit être pas trop loin de votre esprit, parce que vous allez vouloir l'introduire plus rapidement si le besoin en est, parce que vous savez qu'il y a des chances de surconsommer. Un patient avec des douleurs chroniques non cancéreuses. Un patient qui a des douleurs chroniques non cancéreuses et qui a vraiment du mal, il n'y a aucun problème à le traiter avec des doses appropriées d'opiacés. Oui, Le- mais si on suspecte qu'on est dans un contexte de tolérance d'hyperalgie, À ce moment-là, madame, je pense qu'il faut essayer de rester loin des opiacés le plus qu'on peut. Et de toute façon, on va vouloir avoir la coanalgésie optimale. Et la première réflexe, c'est vraiment la coanalgésie optimale. Coanalgésie optimale va t'éviter de donner plus de doses de morphine, de dilodide, d'oxycodone, de fentanyl que ce que tu as besoin. La morphine est un médicament qui est extrêmement sécuritaire. Cependant, moi, je ne suis pas un médecin de la douleur. Je suis un médecin de soins palliatifs. Le pronostic de mes patients est tout de moins de 3 mois et pas de 3 à 4 ans. Il y a autre chose à faire et il y a une autre philosophie derrière le traitement de la douleur pour de la douleur chronique de long terme. OK? Donc là, ici, ne cherchons pas à devenir ce qu'on n'est pas. Il y a des gens qui font ça très bien. Et puis, ils vont utiliser des médicaments que moi, j'utilise presque jamais, parce que je n'ai pas le même contexte qu'eux autres. Alors, j'ai tendance à dire, restons dans notre population de malades dont nous sommes responsables. Oui, monsieur. Est-ce que les anti-NMDA, les méthadones vont marcher contre toutes les douleurs et non seulement les douleurs neuropathiques? 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, est-ce que la question est la suivante? Est-ce que les anti-NMDA vont marcher dans tous les types de douleurs? Je m'excuse, je dois répéter la question, là, alors je viens de la répéter. Premier élément de réponse, je vous ai montré tout à l'heure qu'il suffisait d'avoir mal assez longtemps pour que le noyau MDA perde son magnésium et qu'on commençait à avoir un versant neuropathique à côté du versant qui répond normalement bien à la morphine. Dans le fond, il n'y a pas de douleur pure. Okay? Donc, s'il n'y a pas de douleur pure, il y a un moment où on est justifié d'avoir une action anti-NMDA. Et ce qu'on cherche, c'est quand ce moment-là. On ne veut pas non plus avoir un malade qui est obligé de prendre 200 pilules par jour. Il y a une espèce d'équilibre là, entre ce qu'il est capable de gérer, le malade, la douleur, la quantité d'effets NMDA. Même une douleur inflammatoire, même une plaie a une composante hyperalgique. Vous voyez le malade qui arrive de la salle d'opération, il est cousu avec un grand boudin sur le ventre. Je passe mon doigt. Quand j'arrive proche de la plaie, je n'ai pas touché à la plaie. Il y a une zone large comme ça dans laquelle il y a déjà mal. Il y a de l'allodynie tout le long de cette plaie-là. Ça, c'est une douleur qui est une douleur NMDA dépendante. Je ne suis pas sûr que je vais lui donner de la méthadone parce qu'il y a un petit bout de douleur NMDA dépendante. Je suis sûr que je vais traiter comme il faut sa douleur. Si elle devenait exquisite, là, oui. Okay? Donc, il n'y a pas de douleur pure. Donc, la question que vous me posez, à mon avis, est une très bonne question. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est d'utiliser un escalier d'approche méthodologique. On va utiliser les choses les plus simples et puis on complique à fur et à mesure où ça devient nécessaire pour que le malade soit soulagé. Right. Madame? Les médicaments qui conjuguent d'emblée le narcotique, le naloxone. Ça, les médicaments qui conjuguent d'emblée les narcotiques et le naloxone. Très bonne question. En général, ce sont des médicaments qu'on prend par la bouche parce qu'on veut avoir un effet sur la naloxone dans le tube digestif pour que le tube digestif ne s'endorme pas ou moins sous l'effet du narcotique. C'est ça la résonance en dessous de ça. En général, les doses de naloxone que l'on prend par là sont significatives. Ce n'est pas des très, très petites doses. Et on n'est jamais certain, moi je ne suis jamais certain, que l'effet est exclusivement digestif. OK? Ça, c'est 1. 2. Lorsque... il faut comprendre là, que des opiacés sont produits par le cerveau, sont produits aussi par le système immunitaire, pas seulement par le cerveau, sont produits par un ensemble de choses.
Et donc, le fait de bloquer les effets de la naloxone, ça peut être aussi de bloquer les effets des endorphines. Puis si moi, je me mettais à prendre de la naloxone, c'est bonne nouvelle pour vous, mais je parierais que je deviendrais déprimé. Parce que mon antidépresseur naturel, il dépend de ça. Voilà un chercheur qui est dans la cave de la cathédrale de Munich. C'est lundi soir. La chorale de Munich vient répéter la Passion selon Saint Jean. Ils aiment bien Bach, c'est en allemand, puis c'est super. Puis il y a 200 chanteurs, ils viennent chanter. Puis il y a des gens qui viennent écouter la répétition parce qu'ils ont déjà chanté, puis ça leur fait plaisir de chanter avec eux autres. Puis il y a des gens qui sont des musiciens, puis il y a un chef d'orchestre, puis il y a quelques autres pecnos qui sont là. Chaque fois que quelqu'un rentre, le chercheur lui donne un petit pot, puis il marque son nom dessus. Puis il lui dit, voulez-vous, monsieur, vous allez cracher dans le pot. Et à la fin de la répétition, quand ils ressortent, il donne à chacun un petit pot péré avec le premier. Puis il dit, monsieur, avant de monter l'escalier pour sortir, veuillez cracher dans le pot. Et il va mesurer à l'intérieur de la salive, il va mesurer les IgM, immunoglobulines du tube digestif, et le cortisol. Et il va vous montrer que si vous chantez pendant 2 heures, vos IgM triplent et votre cortisol s'abaisse. Hormone de stress. Si vous écoutez quelqu'un chanter pendant 2 heures, aucun effet. C'est de mettre son cerveau à soi en configuration de bonheur qui va te libérer des endorphines, et pas seulement des endorphines. On a aujourd'hui parlé que des endorphines, mais il y a d'autres choses qui sont importantes également. Donc, si ton cerveau est en configuration de bonheur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton système immunitaire devenir plus fort. S'il devient plus fort, tu vas vivre plus longtemps. En d'autres termes, le fait d'être heureux, heureuse, n'est pas facultatif pour vous et moi. Si nous voulons vivre longtemps, il faut être heureux. Or, je ne peux pas faire mon bonheur pour moi-même. Je ne peux que cueillir mon bonheur de la main de ceux que j'aime. Ce sont donc eux qui me donnent la santé, qui me protègent contre la dépression, qui font de moi la personne non déprimée que je suis avec un système immunitaire efficace. Right? Je suis en train de vous dire que la relation sociale que nous avons est d'une importance biologique capitale et qu'on peut la mesurer et que cela a des effets importants. Si je n'ai plus d'endorphines, alors j'ai une fatigue constante. Je suis beaucoup plus facilement dépressive. Ma femme fait de la fibromyalgie. Elle a mal partout, puis elle est déprimée. Quand je l'ai connue, elle prenait 20 pilules par jour pour essayer d'être fonctionnelle. Elle n'en prend plus. Pourquoi? Nous avons acheté un bain tourbillon. On s'en va dans l'eau chaude. Il y a des massages. Et les massages, ça augmente considérablement les endorphines. Faire l'amour, ça augmente les endorphines. On bouge, puis on se sent bien. Extraordinaire effet sur les endorphines. Comprenez-vous? Au fond, quelque part, les maladies de déficience aux endorphines, elles existent. Elles sont quelquefois spontanées, elles sont quelquefois créées. Je prends un scotch, je bois la moitié de la bouteille. Ceci va faire que mes endorphines sortent à pleine pelle. Mais elles ne sont plus synthétisées. Quand elles sont toutes parties, bien, je n'ai plus d'endorphines à sortir. Le lendemain matin, là, je suis là. Ça va me prendre 3 jours avant de refaire les endorphines pour qu'elles deviennent de nouveau normales. Parce que je les ai utilisées sans douleur. Ça n'est pas la réponse physiologique. Hey, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il est impensable de prescrire des opiacés sans se poser une question sur le niveau des endorphines de cette patiente. Et que pour l'instant, c'est une réflexion là. Un jour, nous aurons des mesures. Actuellement, nous n'avons pas de bonnes mesures parce qu'il faut le chercher là où ça marche sur la douleur, et c'est dans le système nerveux central et la moelle. Celle qui est circulante est très largement du tube digestif et du système immunitaire, qui fait aussi des endorphines. Right? Donc, mais il faut réfléchir à ça. Je suis très surpris que dans toutes mes études de médecine et dans les études que j'ai faites en pharmacologie, parce que j'ai fait, avant de venir ici, un certificat en pharmacologie, à cause de ma nouvelle exposition à la douleur, je n'ai jamais entendu parler de la compétition ou de l'addition entre exorphine et endorphine. Et pourtant, c'est la base, c'est le même maudit récepteur. Donc, quelque part, là, on ne peut pas penser
à l'un sans penser à l'autre. Cette vision-là est un peu déstabilisante, mais j'espère avoir simplifié pour vous l'approche de ce problème-là et donc de voir que si on comprend ça, on a des chances de travailler un meilleur prescripteur d'opiacés. Merci.